Bonjour et merci pour l'opportunité de me laisser présenter l'unité de recherche dans le cadre d'ISEA. Donc je vais vous très rapidement, parce qu'en 8 minutes, je vais essayer de résumer à peu près 13 ans de travail, on va dire. Donc je vais présenter l'unité de recherche numérique en art et design de l'ESA Saint-Étienne Enns-Bas-Lyon. Donc je vais d'abord commencer par un rapide rappel du contexte. Donc l'ESA Saint-Étienne et l'Enns-Bas-Lyon développent depuis plusieurs années des activités de recherche dans le domaine du numérique. Depuis 2010, avec le Random Lab à l'ESADS et Data à l'Enns-Bas-Lyon, qui a commencé en 2010, puis après qui a été suivi par le Labo NRV à partir de 2015. NRV qui signifie numérique, réalité, virtualité. Donc les deux établissements ont mobilisé d'importants moyens humains et techniques pour la création numérique. Grâce au soutien de la DGCA du ministère de la Culture en 2017, l'unité de recherche numérique art et design a été officiellement créée et a démarré son activité, réunissant les ressources des deux établissements autour d'une convention d'alliance. Donc la structure très rapidement de l'unité de recherche, donc un schéma on va dire simplifié. Donc vous voyez le Random Lab de l'ESADS et le Labo NRV de l'Enns-Bas-Lyon qui sont rassemblés autour de cette idée d'une unité de recherche numérique. À noter que cette unité de recherche numérique, donc qui est un poste qui se déroule en post-master, est en fait reliée aussi bien évidemment au cycle qui la précède. Donc notamment à l'ESADS, dès la première année, il y a des cours en lien avec le numérique qui sont proposés, notamment via le master création numérique de l'option design de l'ESADS. Et à Lyon, il y a un enseignement lié au numérique aussi dans l'option art. Donc l'équipe actuelle de l'unité de recherche, sur l'écran vous avez en gros 10 encadrants qui sont enseignants, professeurs, assistants techniciens. En fait il y a 11 personnes parce que j'ai oublié de me rajouter sur la slide, donc on est 11 encadrants et pour actuellement donc 8 chercheurs qui sont dans ce poste second cycle. Dans nos axes de recherche en fait, donc l'axe 1 qui s'appelle nouveaux outils de production, nouvelles conceptions. Donc dans cet axe, il s'agit d'explorer les méthodes et les outils de la production numérique. Donc partant de l'idée de l'artisan numérique et de l'esprit maker, cette problématique ne se limite pas aux outils du Fab Lab, mais concerne également les outils graphiques et visuels, l'intelligence artificielle notamment, sur lequel évidemment comme beaucoup d'espaces à l'heure actuelle en art et en design on s'intéresse beaucoup. Donc il y a l'intelligence artificielle qui fait partie de cet axe et un certain nombre de pratiques exploratoires en art et en design. L'axe 2 s'appelle dispositifs numériques et création. Cet axe s'intéresse plus directement aux projets et aux œuvres qu'aux outils qui les ont générés. Donc à la différence du premier, c'est quelque chose qui pose vraiment la question de la monstration des œuvres. Et les créations des chercheurs de l'unité de recherche y sont naturellement rattachées. Des chercheuses et chercheurs de l'unité de recherche y sont rattachés. L'axe 3 s'appelle ailleurs qu'à l'endroit où les questionnements numériques semblent conduire. Cet axe se veut un espace critique dans lequel peuvent se développer des projets ayant un rapport singulier au monde numérique. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les expériences immersives, le corps dans le monde numérique, etc. Donc sont traités par des voies moins directes que l'approche technologique, le hacking, etc. qui sont un peu, on va dire, des voies connues, afin de s'orienter vers des formes plus introspectives et expérimentales. Et enfin, le quatrième axe est très lié à la culture du libre. Donc cet axe est basé sur les questions culturelles, sociales et techniques qui concernent toute la culture free, libre, open source. Donc pour vous présenter rapidement les locaux et le matériel. Donc ici à l'ESADS, je vous présente très rapidement le pôle numérique, donc dans lequel se situe le Random Lab, donc qui est équipé, on peut voir là précédemment, notamment il y a un bras robot, des découpes laser, des imprimantes céramiques, donc différents outils qu'on retrouve dans les Fab Labs. Et puis des espaces de travail avec des studios pour pouvoir travailler. Et côté Enns-Bas-Lyon,
c'est au labo énervé que se déroulent les choses. Donc le labo énervé, en fait, c'est un open space qui, enfin, les recherches et s'articulent autour de cet open space, avec différents lieux qui voilà, relèvent aussi des outils du Fab Lab, mais aussi des espaces qui sont consacrés à la réalité virtuelle et également au son. Donc dans le cadre de cette unité de recherche, évidemment nous faisons des productions, ce qu'on pourrait considérer comme de la valorisation, donc sous différents types. Donc évidemment les soutenances de diplômes, les expositions, aussi des colloques, des conférences, etc. et également des publications. Donc là, par exemple, pour vous montrer un exemple de diplôme, c'est celui d'Alain Barthélémy. À noter que, voilà, si je vous montre cette image, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas Alain Barthélémy qui est sur la photographie. C'est un acteur qui joue un personnage qui a été inventé à partir de la biographie d'un célèbre chercheur en intelligence artificielle français qui travaille chez Facebook et dont je ne citerai pas le nom. Et donc ce chercheur-là est incarné par un acteur en fait qui est l'objet de la biographie fictive qui a été le travail de DSRA, donc Diplôme supérieur de recherche en art d'Alain Barthélémy. Je passe plus vite. Ensuite, donc voilà par exemple la soutenance d'Alix Desoblio autour donc du travail des monstres et des jeux vidéo. Je vais très très vite. C'est beaucoup plus dense que ça évidemment. La soutenance de thèse de Fabrice Sabatier à l'ERG à Bruxelles autour de la DataVis et de son travail avec le collectif Désorceler la finance. Corentin Brûlé qui travaille sur la création de facsimilés open source avec des systèmes de scan de typographie extrêmement évolués et intéressants. La soutenance au Bel Ordinaire par exemple du travail éditorial notamment de Bérénice Serra, et là par exemple c'est une soutenance d'Ophélie Demurger sur la question des divas. Donc en termes de production, nous faisons aussi évidemment des expositions. Alors là je passe vite, mais c'est une partie importante de la valorisation du travail. Donc voilà, dans différents lieux, ici c'est à Lyon au Réfectoire des Nonnes, ici au Musée des Confluences à Lyon, durant les biennales de design aussi à Saint-Étienne. Donc différents aspects, je ne vous décris pas tous les projets. Celui-ci par exemple qui était autour de l'internet peer-to-peer sous la verrière de l'ENSBA. Ici c'était au Shadok à Strasbourg, une exposition sur la science-fiction. À Ars Electronica où on avait présenté voilà, divers projets dans une exposition qui s'appelait Valise. Des installations là autour du jeu vidéo pour une exposition sur le jeu vidéo. Là c'était ce qu'on avait appelé le Indie Games Lounge, donc qui était un espace de test notamment de jeux indépendants. Des expositions au Réfectoire des Nonnes, Modus Tollens en 2020, Mutanx et Momix en 2022. Et puis voilà, plus récemment, C'est toi et moi de base, donc c'est un jeu vidéo collaboratif. Ensuite, donc bien sûr, il y a toute une partie de conférences, de séminaires, etc. qui sont menés dans le cadre de cette unité de recherche. Donc je passe les noms, et notamment des rencontres professionnelles avec Open School de Tarte en fait, qui est un rassemblement d'enseignants en école d'art. Et l'idée ici est de pouvoir discuter autour de questionnements qui sont liés au numérique, sur l'enseignement du numérique. En école d'art et à l'université. Et d'ailleurs, la deuxième session d'Open School a eu lieu il n'y a pas très longtemps à l'ENSAD, donc ici à Paris. Dernière partie, donc les publications. Oui, voilà, je vais très très vite parce que je sais que j'ai que 8 minutes et là je suis déjà à 9h30. Donc voilà, on fait aussi également des publications qui sont une part importante de la valorisation du travail de recherche. Donc là, Objectivé, qui est un peu plus ancien, 2017, autour des makers et de l'open design. Spaceship, c'était un fanzine qu'on avait fait pour l'exposition du même nom. La revue de l'unité de recherche qui s'appelle Blob, qu'on peut retrouver en ligne à la petite adresse que j'ai indiqué sur le côté. Mise à jour, qui est un travail, une publication en fait avec des posters qu'on dévisse et qu'on peut présenter sur l'idée d'une poster session autour du design expérimental. Et dans cette publication un peu épaisse,
on aborde le numérique et notamment la question de la critique du numérique sous un angle esthétique, plastique, etc. Donc voilà, pratique et enjeux contemporains. Et je pense que c'est un sujet très intéressant qu'on n'a pas fini de creuser, cette question de la critique du numérique. Et ensuite, voilà. Alors pour donner un peu l'esprit global, j'affiche quelques mots clés. Je vous invite à faire des pauses, des arrêts sur image si vous regardez en replay, comme ça vous pouvez parcourir les mots clés à loisir. Et puis bien sûr les adresses. Donc bientôt une adresse pour l'unité de recherche qui devrait être en ligne sans tarder. L'adresse toujours du Random Lab, du Labo NRV, et puis ensuite les contacts. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire. Si vous êtes intéressé par l'unité de recherche et également par les cycles précédents, donc voilà le master création numérique, notamment à l'ESSADS, et aussi si vous êtes par exemple chercheur indépendant, n'hésitez pas à nous contacter, puisqu'il y a aussi des chercheuses et des chercheurs indépendants qui intègrent cette unité de recherche. Voilà, je termine un peu à bout de souffle, mais c'était pour tenir le temps. Merci beaucoup. Vraiment, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci David Olivier. Bravo pour le temps, effectivement. Et alors que vous l'aviez le temps. Merci. Nous allons poursuivre ce voyage par un deuxième et dernier voyage avec Olivier Legal qui va nous parler de la station Gare des Mines. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont ici au Forum des Halles, des images, et toutes les personnes qui nous suivent peut-être en direct et qui sont passées ici au Forum des images sur ISEA 2023. Bref, si vous avez un billet autour d'ISEA 2023, eh bien vous êtes chaleureusement conviés à la... J'appelle ça une cérémonie de clôture, mais en gros c'est une fête de clôture d'ISEA 2023 qui sera demain à partir de 4h et qui sera à la station Gare des Mines que vous allez nous présenter, Olivier. Oui. Et vous avez à peu près un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. À tout à l'heure. So I tried to start in English, but I will switch to French. Je vais commencer en anglais, mais je vais passer au français. Si vous voulez me parler en anglais par la suite, n'hésitez pas. Je vais être très bref. Je sais qu'il y a d'autres présentations après moi. Merci à Clio, à Emmanuel, à Fanny, à Sonia et Lucie pour leur accueil. Je suis très content de présenter la station à ISEA. Ce qui est encore mieux là, c'est que si vous voulez la découvrir demain soir, on organise la soirée de clôture comme il vient d'être dit. Donc là, l'idée, c'est un peu de vous présenter un peu ce qu'est le lieu, parce que demain, ce sera en gros une soirée de clôture. Donc vous ne verrez pas forcément tous les espaces. Juste dire que le collectif MUE que je représente est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années, très active dans le domaine des arts numériques, des arts sonores. On a produit beaucoup d'installations, de parcours sonores avant de s'ancrer dans ce lieu en 2016. Donc le collectif existe depuis 2002-2003, donc qui fête ses 20 ans cette année. On fera sans doute quelque chose d'ici la fin de l'année pour le fêter. Notre travail artistique est un travail plutôt site spécifique, contextuel et collectif. Donc un des projets un peu les plus emblématiques qu'on a produit il y a déjà environ 15 ans, mais en même temps il a marqué les esprits. C'était une résidence mobile le long du Rhin et du Danube avec une 60aine d'artistes impliqués et avec des formes très diverses comme des audio walks, des performances Rhin-Danube à distance, avant le Covid, tout ça. Et donc en 2016, on ouvre ce lieu qui est situé à la porte d'Aubervilliers. Donc vous avez un plan là-haut qui vous montre exactement où se situe la station, donc vraiment à la frontière de Paris, juste à côté du périphérique, avec le 18e arrondissement, le 19e arrondissement pas loin dans Paris, mais aussi Aubervilliers, Saint-Denis. Donc c'est un peu un carrefour qui est une zone urbaine assez intéressante, et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est une ancienne gare à charbon. Comme beaucoup de bâtiments industriels, il y a eu un usage avant et une histoire avant. Ça fait partie aussi un peu de l'idée du projet que de faire travailler les artistes sur l'histoire du lieu. Même si sur l'histoire ancienne, on n'a pas
vraiment pu exhumer beaucoup plus de choses que ces photos que vous voyez, ou cette photo aérienne qui montre la zone avant que le périphérique soit construit, même si on ne le voit pas trop parce que les photos sont dessus. Et à droite, là, on a le club, enfin en gros la station telle qu'on l'a ouverte en 2016, un petit bâtiment qui est... donc alors, il y a deux bâtiments, il y a ce bâtiment-là qu'on a ouvert en premier et l'autre qu'on a ouvert en 2020, voilà. Et donc ce bâtiment-là était un club afro-caribéen. Donc nous, notre projet était un projet musical parce qu'on venait d'activer pendant 5 ans notre studio, le Garage Mu, de manière assez intense pendant 4-5 ans, on va dire. Et du coup, notre projet était d'abord un projet de programmation musicale pour des raisons aussi économiques, puisque c'est sur quoi repose le modèle du projet, le modèle économique. Donc ça, c'est la zone. C'est important de situer le lieu aussi dans son contexte urbain. Donc on a Saint-Denis, pleine commune au nord, avec des bâtiments qui ont été certains, des nouveaux bâtiments. On a le siège social de Veolia Mondial qui est là, enfin juste à côté. Voilà. Et au sud, on a une cité de gens qui sont plutôt au chômage ou des vieilles personnes qui habitent là depuis 40 ans. Et puis la grande nouveauté, ça a été la construction de l'Arena 2 des JO, qui est juste là, qui est sur le point d'être terminée et qui a accéléré la transformation de la zone. Et donc là, on est dans une espèce de discussion pour justement continuer notre activité. Alors au départ, on a ouvert le lieu, donc là, c'est un peu la timeline du lieu. Donc on est au milieu ici, environ aujourd'hui. On a eu au départ la station sud, puis ensuite l'autre bâtiment au nord, puisque ça s'est libéré. Et aujourd'hui, donc, après le Covid, on a de retour les deux espaces qu'on exploite. Et demain, la soirée aura lieu à Nord, donc dans le grand bâtiment. Donc ça, c'est la photographie ou le plan de nos espaces. On a commencé par une activité de concert en extérieur, de club, avec aussi des projets satellites comme une web radio et des résidences musicales. Donc tout ça, c'est à Sud. Et puis dès qu'on a eu la partie nord, on a pu ouvrir de nouvelles activités. Donc je vais vous présenter chaque activité très rapidement ensuite via des slides. Mais disons que le projet s'est élargi et couvre maintenant un spectre artistique, social, culturel beaucoup plus large que ce qu'il était au départ. Donc là, le cœur du projet, ça reste la programmation musicale. Donc le chiffre en haut, 75 000 visiteurs par an, c'était en 2019 avant la crise sanitaire. Évidemment, ça a diminué, même si aujourd'hui on est autour de 55 000 en 2022. En 2023, on ne sait pas encore. Plus d'une centaine d'événements, beaucoup d'artistes, donc c'est devenu un lieu très très repéré dès l'origine par toute la scène artistique alternative, on va dire rock, électro, pas tant que ça hip-hop malgré tout, et c'est un peu dommage et il y a encore des choses à faire de ce côté-là, mais disons que c'est devenu un lieu très important pour cette scène alternative à Paris, et notamment pour les communautés LGBT qui organise à travers des collectifs de nombreuses soirées chez nous. C'est aussi un lieu de résidence musicale. On accueille, il y a deux studios de répétition et des groupes qui sont accompagnés avec des fois des moyens financiers. On a cette web radio dont j'ai parlé, donc plus d'une centaine d'animateurs producteurs qui se relaient pour 25 heures de programme par semaine, ce qui n'est pas rien. C'est un des projets de web radio les plus actifs à Paris, à l'instar que d'autres projets qu'on connaît à l'étranger. Mais enfin, ça fait partie, comme Lille Radio par exemple, c'est parmi les radios les plus actives. Centré plutôt sur la musique, mais aussi sur le rapport aussi aux transformations de la société d'aujourd'hui, et notamment la question du genre et de la place des femmes et des minorités dans la société. Le programme d'art visuel qui a été lancé surtout en 2018 avec l'arrivée d'une curatrice qui s'appelle Ginjigo, qui a invité depuis presque 5 ans toute une série d'artistes en résidence à construire des œuvres, outils qui se déploient sur nos extérieurs, donc un four sculpture, une cabane d'instruments, voilà, donc c'est des objets, des architectures, donc quand même des objets assez grands,
mais qui se prête aussi à de futures invitations. Donc c'est pas juste une œuvre comme ça qu'on laisse comme ça. C'est des objets ou des architectures ou des œuvres qui sont activées par d'autres artistes. Le centre de ressources Art Lab, donc c'est un projet qui a duré 3 ans et qu'on espère peut-être réactiver, qui sera qui a été conduit avec Main d'œuvre, qui est un autre lieu qui est situé dans le nord de Paris, autour de l'accessibilité aux pratiques artistiques numériques. Donc c'est un projet qui a été conduit par Fanny Testa, qui fait partie de l'organisation aussi d'ISEA. Et donc on espère le continuer avec d'autres collaborations en 2023-24. C'est on est dans la réflexion. Ça c'est un projet. Alors je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que c'est vrai que vous allez venir à la station demain, peut-être certaines d'entre vous, et en fait à 16h on va vous présenter à droite un dispositif qui s'appelle Sun Delta, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cargo, qui a été conduit par 2 artistes, Christian Delecluse et Anne de Gafferi, à partir d'enregistrements qui ont été réalisés sur les bateaux entre Alger et Marseille, ou Marseille et Alger. Et donc c'est une expérience sonore documentaire, mais spatialisée, au casque, un peu comme vous le voyez là. Et donc on vous invite à venir un petit peu tôt si vous voulez expérimenter ce projet qui a été sélectionné par ISEA parmi les lauréats de l'édition de cette année. Et à gauche, Sunways, qui est en gros la version smartphone du même dispositif, où il n'y a pas besoin de casque dédié, mais on utilise le smartphone. Et donc là, on présentera demain notamment 5 audio walks autour de la station sur smartphone, avec 5 duos d'artistes qui ont travaillé à la fois à Paris et Toronto. Donc c'est une sorte de symbiose en fait entre les 2 villes et les espaces des 2 villes. Et le son aussi. Et voilà, donc c'est un peu le projet Focus avant cette série de concerts qui aura lieu à partir de 20h. On a un restaurant qui est un peu en sommeil, mais en tout cas qui va peut-être se réactiver sporadiquement cet été. Donc ça c'est un peu, vous voyez, des espaces extérieurs de la station avec cette terrasse qui prolonge le bâtiment. L'aire de repos, c'est un lieu d'accueil pour personnes en situation d'exil qui a été lancé par une psychologue qui a commencé à travailler parce qu'on était entouré de campements dans les années 2015, 2016, 2017. Et en 2018, on a commencé à réfléchir à, si on a ces espaces nord en plus, à créer un vrai espace pour eux, parce qu'ils étaient plutôt... on accueillait les gens un peu dans les interstices de la programmation de la station, et là ils ont un espace dédié, 19 personnes en même temps, mais souvent c'est une 50aine l'été, et c'est plus de 1000 personnes par an qui sont accueillies le jour. La nuit ils dorment soit en campement toujours, soit en logement, en foyer d'accueil. Et c'est un super beau projet qui est très en interaction aussi avec la programmation artistique du lieu. Donc c'est un projet dont on est très fier et qui se développe toujours et il me reste 5 minutes, mais c'est très bien, j'arrive à la fin. Le jardin compost, ça a été lancé par une collaboratrice de MU autour justement de l'aire de repos. Donc l'idée, c'est aussi de développer des pratiques culturelles qui sont pas forcément que seulement celles de l'image, du son, de la sculpture, mais aussi des pratiques liées au vivant. Et je pense que c'est important aussi dans un lieu de considérer la pratique artistique de manière très très large et pour permettre à chacun de s'exprimer aussi. Et puis de la même manière, là on a un lieu qui va être dédié au réemploi, qui a été démonté dans cet espace qui s'appelait les 5 toits, qui existe dans le 16e, pour être remonté à la station, et que ça va être un lieu aussi d'insertion pour des personnes en situation de retour vers l'emploi, qui sont nos voisins en fait, parce qu'on a ces cités là que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont des cités où il y a beaucoup de personnes de chômage, voilà. Donc ça, c'est un peu l'écosystème territorial de la station. Il est multiple, avec plein de partenaires du champ culturel, du champ social, etc. Donc là, on a un zoom un peu sur nos partenaires dans le quartier. Donc c'est un lieu qui est quand même métropolitain. Les gens viennent de partout, mais en même temps, on essaye quand même de développer des partenariats plus locaux. On avait fait une enquête pour
pour demander aux gens comment vous voyez la station et c'est quoi les mots qui vous font penser à la station. Donc en haut, on a ce que les gens du public ont répondu dans une enquête en 2020. Et en bas, on a fait le même travail avec les équipes et on retrouve des correspondances, mais en même temps des différences sur la manière dont on se perçoit et la manière dont on nous perçoit. Sur le plan du projet, on est une trentaine de personnes équivalent temps plein. Et on est une vingtaine de personnes permanents. Pour être transparent, c'est quand même un projet qui génère 2,5 millions d'euros pas de revenus, parce qu'en fait on est largement on est un peu financé par la subvention, mais aussi financé par la billetterie et le bar, voilà. Et puis pour terminer, ISEA, c'est la soirée de clôture demain, c'est ces 2 installations cargo qui est dans la station Nord, mais juste pendant 3 heures avant les lives. C'est quelques 5 audio walk autour qui pourront être expérimentés même toute la nuit, si vous voulez le faire en parallèle des concerts. Et puis les concerts qui commencent à 20h avec 2 groupes français, 2 groupes, deux formations canadiennes, puisque en fait c'est un projet qui est né dans le cadre d'une collaboration avec Toronto. Voilà. Et je vous laisse nos adresses, la station.paris, mon adresse mail, mon contact Facebook, et je vous remercie et bonne fin d'ISEA. Merci beaucoup Olivier.